Regarder un tableau, est-ce que ça s'apprend? Et aimer un tableau, est-ce que ça s'apprend aussi? Voilà une vieille question. Ce matin, peut-être une nouvelle manière de l'aborder. Bonjour Hector Obalk. Bonjour. Vous êtes critique d'art, historien et homme de spectacle. Depuis plusieurs années, vous proposez toute l'histoire de la peinture en moins de 2 heures, en ce moment au Théâtre Libre à Paris, et puis également en tournée avec un dispositif, votre dispositif, ce que vous appelez aussi parfois votre système. Donc vous êtes sur scène, il y a de la musique aussi, des musiciens, des tableaux projetés sur un écran, des tableaux que vous avez choisis. Quel tableau choisissez-vous de montrer aux spectateurs? En fait, c'est très simple. Si vous faites toute l'histoire de l'art en moins de 2 heures, avec un slogan pareil, le spectateur normal que vous êtes, je dis ça ne peut être que superficiel. Et d'ailleurs, c'est vrai. En 2 heures, de quoi on peut parler? Il y a bien 50 grands artistes ça ferait 2 minutes par artiste, ça n'ira pas. Donc en fait, en vérité, c'est juste que je prends des artistes et des tableaux d'époques différentes, mais je reste 10 minutes dessus. En fait, toute l'histoire est là. L'important, c'est pas de voir plein de tableaux, c'est d'en voir au moins quelques-uns bien. Voilà, c'est tout. Et donc, on rentre dans le tableau. Et grâce au fait qu'on est en scène, eh ben, on a quelque chose qu'on n'a pas à la télévision, puisque j'ai fait 14 ans de télévision, je crois, Arte. Arte, beaucoup. Oui. Et ben, c'est que là, tout d'un coup, vous les avez en grand, quoi. Vous avez en grand les détails, vous avez, c'est une échelle, l'écran est 4 fois plus grand que moi. Et du coup, on peut rentrer dans le tableau, parce qu'en vérité, un tableau, c'est jamais une image. C'est plein d'images qui sont les unes dans les autres, quoi. En gros, voilà. Et vous emmenez vos spectateurs dans le tableau. Voilà, j'emmène dans le tableau, et à la fois je fais des zooms avant, mais je fais aussi des zooms arrière pour que les gens se rendent compte de la dimension des choses, de la composition générale, vous voyez. Je dis ça parce qu'il y a, je sais plus qu'est-ce qu'il y a en Aix-en-Provence, ou je me souviens plus, ils font les cavernes, vous savez, ils font des projections, et c'est affreux. C'est affreux. D'abord parce qu'ils détruisent les tableaux en faisant des choses décoratives qui font 8 mètres de haut et dans lesquelles on voit jamais le tableau en entier. Et puis les reproductions sont mauvaises, enfin bon, etc. C'est horrible pour moi. Non, c'est pas ce que vous cherchez à faire, vous, voilà, Hector Obalk. Que cherchez-vous à montrer d'abord? Un sujet, un style, une manière de faire? Que visez-vous? Moi, ce que je vise, c'est que les gens puissent reconnaître l'artiste. C'est la chose la plus importante. Pas le sujet. Oui, on pourrait dire, tiens, je vois un tableau, c'est quoi? C'est une adoration des bergers. Puis quelqu'un de plus cultivé dira, non, c'est pas les bergers, c'est les mages, regarde bien, il y en a un qui est noir et ils sont bien habillés, etc. Ça, c'est de l'iconographie. Ça, c'est de la littérature appliquée à la peinture. C'est pas du tout ce que je veux faire. Moi, ce que je veux, c'est que quand on a bien regardé des tableaux avec moi de Raphaël, et ben, les gens disent, ah ben, Raphaël, ce n'est pas Pérugin. Pérugin, c'était son maître et à la fois, il est moins bon. Et du coup, finalement, ce que je veux, c'est que les gens aient un avis. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est un avis en peinture? C'est le fait que vous ne soyez pas frustré. Quand vous allez voir un film, les gens disent, mais c'est un bon film, un mauvais film, un moyen film. Bon, en peinture, les gens ont une sorte de pudeur qui fait qu'ils n'osent même pas avoir un avis. Ils se disent simplement, tiens, je suis obligé d'admirer, je suis obligé d'être à genoux. Et moi, j'incite les gens à avoir un jugement esthétique. Alors évidemment, c'est le mien que je donne. Mais il n'empêche que vous confrontez le mien au leur, et puis vous progressez ainsi en faisant ce qu'on appelle la formation du jugement esthétique. Et vous assumez cette admiration, c'est aussi un exercice d'admiration, votre admiration. Ici, par exemple, dans l'extrait qu'on va écouter, vous expliquez pourquoi vous admirez cette belle annonciation de Léonard de Vinci, l'ange, la Vierge et au milieu un parapet. Voyons le tableau dans toute sa beauté. Vous aviez, disais-je, un parapet qui commence là et qui continue là. Et vous avez un ange qui envoie un message. Et suivez bien le message. Il suit, mais comme si ce parapet était une rampe de lancement, vous voyez. Et il va partir et il doit réatterrir. Vas-y. On continue, ça c'est merveilleux. Et la Vierge, elle est là, à gauche, là, et elle dit « Je l'ai bien reçu, ton message. » Il est passé le long, comme une boule de bowling, le long du parapet. Et ça, c'est génial de la part de Léonard de Vinci d'avoir fait ainsi parler l'architecture. Moi, je dis bravo, Léonard de Vinci. Léonard de Vinci. Je ne sais pas si Léonard de Vinci attendait votre bravo, mais gentil. Il est là, en tout cas, Hector Obalk. Et on entend aussi les rires de des spectateurs avec cette comparaison triviale. L'imaginer une boule de bowling. Là, par exemple, c'est une image qui vous vient au moment du spectacle ou elle est
elle est dans la conception même du spectacle. Elle n'a rien à faire, là, la boule de bowling chez Vinci. Elle a complètement à faire. Il s'agit d'un mouvement horizontal qui fait qu'on va d'un ange qui est très très loin à la gauche du tableau à une vierge qui est très très loin à la droite du tableau. Entre cette gauche et cette droite, il y a un parapet. Cet parapet est le support de son message. Donc je suis complètement dans le sujet. Une boule de bowling, on peut pas imaginer image plus triviale, même si j'aime beaucoup le bowling. Oui, vous pouvez dire ça, c'est ça qui fait rire les gens, mais je joue pas trop de cela, de l'anachronisme des comparaisons. C'est juste que je donne du relief à des tableaux pour bien faire que les gens distinguent une annonciation d'une autre annonciation. Ça, c'est intéressant. Qu'est-ce que c'est que le relief dans le tableau, tel qu'on peut le montrer quand on est sur scène, en prenant à témoin les spectateurs, vos spectateurs? C'est très simple, les gens, quand ils vont dans un musée, en gros, tous les tableaux sont les mêmes. Soit il est moderne, soit il est ancien. S'il est moderne, c'est plus ou moins abstrait, puis s'il est ancien, tous les tableaux se ressemblent. Tous les tableaux sont plus ou moins chrétiens en plus. Donc les gens, ce qu'il faut, c'est leur faire en sorte que tous ces tableaux, c'est ce que j'appelle un relief, aient une présence différente à leurs yeux, qui tout d'un coup ils se disent ah oui, là je vois bien, on est dans l'époque maniériste à cause des couleurs qui sont saturées ou ceci ou cela. Donc j'essaye de faire en sorte que déjà ils se repèrent. Si vous vous intéressez à la typographie, les gens comprendront très bien ce que je veux dire. Vous regardez un livre de typo, vous faites passer les typos les unes après les autres, vous dites ouais c'est des typos, pourquoi celle-là mieux que celle-là, faut être spécialiste. Et puis tout d'un coup, il y en a une, vous l'avez comme si vous l'aviez déverrouillée. Ah mais j'aime beaucoup cette typo. Eh ben j'en connais très bien le H, le P, le M, et tout d'un coup les choses prennent un relief à vos yeux. C'est ça que je communique. La typographie, autre exemple, image que vous utilisez aussi en présentant un tableau de Sebastiano del Piombo, une Vierge à l'enfant. Vous êtes allé chercher des raretés. Sebastiano del Piombo, un artiste un peu moins connu, à la fois influencé par Michel-Ange et par Raphaël, et dans lequel, oui, je vous dirais, c'est un peu fin à voir. Il est maniériste, il est moins hiératique qu'un truc de Raphaël, et Raphaël est déjà moins hiératique que Fra Angelico. Vous voyez, et qu'est-ce qu'il a de si délié? Si vous regardez bien, c'est mon interprétation personnelle, il y a quelque chose qui est juste, c'est à peine, vous voyez, mais on a l'impression que c'est comme une lettre qu'on a étirée. Vous savez, les lettres, on peut les étroitiser ou les élargir en typographie. Vous voyez, le A, comme ça, bon, bref. Et là, il a élargi un petit peu, comme, vous voyez, comme, il y a un effet optique. Il y a un effet optique qui fait que qui fait la grâce, si vous voulez, du mouvement de Jésus, du bras gauche à son bras droit. Il y a quelque chose qui est juste pas possible et qui fait le charme de Sébastien del Piombo. Continue. Le pas possible qui fait le charme. Oui, en fait, ce que je veux surtout dire, c'est qu'il y a un effet optique où il y a une sorte de grossissement à la loupe d'un corps. Et tout le truc, c'est qu'on ne le voit pas. Mais c'est quand je le désigne que les gens disent « Ah oui, c'est évident ». Ça veut dire que c'est ambigu. Vous voyez, et c'est ces ambiguïtés que j'essaye de mettre en avant. C'est tout, c'est ça. Et qui font le style à chaque fois de tel artiste par rapport à tel artiste. Et c'est là qu'on voit la différence entre le maniérisme et le surréalisme. Le surréalisme, c'est évident que c'est pas possible. Et du coup, c'est vulgaire. Vous n'hésitez pas à expliquer aussi que vous trouvez tel tableau très réussi, on l'a écouté, et tel tableau très raté, ou tel tableau très réussi, mais avec un détail particulièrement raté. Vous dites là, l'artiste, même quand l'artiste est très connu, il ne sait pas faire. Pourquoi? Oui, bon... Vous voulez dire c'est prétentieux, c'est ça? Non, est-ce que c'est pas une facilité? Non, c'est une question. Les gens me disent, mais quel mégalo celui-là de se permettre de corriger ou de dire du mal. Vous dites il est mauvais, par exemple, quelquefois. Je dis, bon, c'est vrai, mais ça provoque le spectateur. Ça lui fait comprendre comment est-ce que moi je vois les choses. Après tout, c'est l'expression d'une sincérité. Et puis, je n'aime pas l'hypocrisie de tous ces historiens d'art qui font comme si tout était bon, alors qu'ils savent très bien, quand on parle entre collègues, qu'ils vont trouver tel tableau bien moins bon que tel autre. Mais surtout, c'est un progrès de savoir voir la mauvaise qualité des choses. C'est un progrès. Quel modèle avez-vous dans cette expérience originale, ce stand-up, ce seul en scène entouré de tableaux et entouré de siècles de peinture? Alors, pour la partie stand-up, j'ai personne en vue puisque j'ai... En gros, c'est un peu comme quand je faisais mes documentaires, sauf que c'est un langage, comme vous voyez, un peu improvisé, avec une syntaxe plus ou moins bonne, mais ça fait partie aussi des choses d'être dans l'improvisation syntaxique, de sorte que quand vous dites votre phrase, vous ne savez même pas comment elle va terminer, mais quelque part vous êtes dans le cerveau des gens par le fait que vous ne prononcez pas un discours docte. Bien. Par contre, pour ce qui est de la critique d'art, si c'est ça votre question, puisque mon idole, mon maître, mon Dieu, c'est Élie Faure, et non pas Panofsky.
et son histoire de la peinture Son histoire de monumentale. Monumental. Moins lu aujourd'hui et qui pourtant pour vous reste une référence. Oui, c'est ce qu'il y a de mieux, c'est ce qu'il y a de plus beau. Élie Faure, lui, quand il décrit un tableau, d'abord, quand il parle d'un peintre, ça prend 4 pages, vous voyez, 4 pages. Mais dans ces 4 pages, vous êtes dans le monde du peintre. Comme si toute sa vie, il s'était intéressé qu'à ce peintre-là et qu'il y voyait son horizon, son alpha, son oméga. Et puis tout d'un coup, vous passez de Velázquez à, je dis n'importe quoi, à Chardin, et tout d'un coup, c'est un autre dieu qu'il a en tête, et il va vous décrire son monde comme un monde complet. Et c'est ça qui est beau chez Élie Faure, c'est que même quand il fait une phrase, chaque segment de la phrase, c'est un détail d'un tableau exemplaire, d'un tableau idéal, qui serait un tableau de Chardin. Oui, dont il va parcourir chacun des méandres, même si ce tableau n'existe pas. Il en fait bref une sorte de synthèse esthétique. Le monde d'un artiste ou aussi sa biographie, Non, sa jamais, vie, jamais, son parcours, jamais. ses amis. Jamais, voilà. Tout ce qui compte, c'est ce qu'on voit. Vous voyez, la biographie, je sais, ça plaît aux gens. Mais justement, je le fais pas. Voilà, ça plaît aux gens, mais tant pis pour eux. Je ne vais pas parler de la biographie des artistes, sauf quand elle se voit dans les tableaux. Je vous donne un exemple. Parce que c'est trop facile, vous comprenez. Et l'autre qui s'est coupé l'oreille, tout d'un coup, ça va devenir un bon artiste parce qu'il s'est coupé l'oreille. Non, mais c'est ridicule, tout ça. Par contre, ce qui compte, c'est quoi? C'est que quand vous voyez, vous prenez le littéraire de Goya, en 92, je crois que si je dis pas de bêtises, en 1792, décembre, voire janvier 93, je ne sais pas ce qui lui arrive, les gens disent qu'il devient sourd, il ne devient pas sourd. Il a un truc à l'oreille qui fait qu'il perd l'équilibre. Donc il a un handicap très fort. Et à mon avis, ça doit énormément, d'ailleurs, le perturber. Hein. Bon. Et tout d'un coup, vous vous rendez compte, quand vous voyez son œuvre, que là, c'est fini la vie madrilène, c'est fini la vie populaire et la vie aristocratique et les amusements qu'il peut y avoir, qu'il a fait dans les cartons de tapisserie pendant 20 ans déjà de sa vie. Non, tout d'un coup, ce sont des cambrioles, des attaques de diligence, des incendies, des meurtres, des viols. Bon, là, il y a un petit rapport avec la choucroute, je suis désolé. C'est-à-dire que tout d'un coup, vous vous dites, tiens, s'il se passe ça dans sa vie, puis il se passe ça dans sa peinture, qui devient noire. Bon, ben là, ça compte, voilà. Donc voilà, en fait, moi, tout ce qui m'intéresse dans la peinture, c'est ce qu'on peut y voir. Et d'ailleurs, si vous regardez et regardez et regardez, vous n'avez même pas besoin d'aller dans les bibliothèques pour être un grand historien d'art. Il n'y a qu'à regarder les tableaux. Apprendre à regarder, apprendre tout court, je le disais en commençant. Vieille question, la formation du goût. Je vous propose d'écouter une archive étonnante. C'est Oui. Picabia, sur France Culture, en 1951, interrogé par Georges Charbonnier. Pour éduquer le public, que faudrait-il lui dire? Faudrait surtout lui apprendre à avoir de la sensibilité et du cœur. Ça, c'est peut-être impossible. C'est très difficile. Et pourquoi éduquer tout le public? Pour lui faire réciter ce qu'on lui a appris. Ce n'est pas la peine. Vous êtes cruel. Il faudrait lui faire comprendre cependant ce qu'est la bonne peinture, mais qu'est-ce que la bonne peinture? Ah ben, la bonne peinture, c'est celle qu'il aime. Mais vous ne pensez pas qu'il y a un critérium objectif qui permette de déterminer ce qu'est la bonne peinture? Et la bonne peinture, c'est surtout celle qui plaît. C'est ce qu'il aime. C'est ce qu'il aime. Celle oui. qui plaît. Est-ce qu'on peut dire les choses aussi simplement? Oui, il était très provocateur là aussi, Picabia. Non. Mais je le serais davantage que lui. Je dirais que il y a en effet une objectivité du beau. Vous voyez, ces tableaux, ils sont pas beaux parce que je les trouve beaux. Ils sont pas beaux parce que je trouve que Rembrandt c'est beau, oui. Et d'ailleurs, t'aimes les fraises? Oui, j'aime les fraises. Quel rapport? Aucun. Là où je veux en venir, vous comprenez, c'est que, bien sûr, je ne peux pas prouver que Rembrandt, c'est un des plus grands artistes du monde. Je ne peux pas le prouver, je tente simplement de soutenir ce jugement, n'est-ce pas? Mais je ne peux pas le prouver, je peux le partager, je peux le faire sentir, je peux faire que les gens, je les accompagne dans leur découverte de Rembrandt. Mais la vérité, c'est que je pense, évidemment, sans pouvoir le prouver, que c'est complètement objectif, que ce n'est pas mon avis, que ce n'est pas mon goût. Vous voyez, d'ailleurs, tristes sont les gens qui limitent leur appréciation de l'art à ce qu'ils appellent leur goût. Vous voyez, par exemple, en cinéma, c'est tout à fait le cas. En cinéma, bah oui, je vous le dis, j'aime pas les films gore et j'aime les films d'espions. Ok, et alors? On s'en fout. Vous voyez ce que je veux dire? C'est parce que c'est ta tasse de thé. Et la tasse de thé, ça ne doit pas rentrer en compte quand vous êtes dans le jugement d'un tableau. Tout d'un coup, ce qui fait que tout d'un coup, un univers qui vous est très étranger, qui vous est désagréable même, que vous n'aimez pas, ben, tout d'un coup, vous allez aimer rentrer dans cet univers grâce à l'art de tel ou tel artiste qui s'appelle Rembrandt ou Vermeer. Et en même temps, vous parlez d'objectivité, vous assumez totalement dans votre spectacle, c'est votre porte d'entrée, votre subjectivité, tout en disant c'est ainsi que je vois les choses, c'est ce que je veux vous montrer ce que moi, Hector Obal, je vois. Voilà. C'est pas contradictoire? Non, c'est en gros, ça se résume à la phrase voilà ce que je crois être objectif.
Voilà, ça vous va? Et en fait, tout est là, hein, tout est dans cette petite contradiction-là. Et puis, c'est pas si grave. L'important, c'est de gagner. Si vous gagnez quelque chose, c'est-à-dire si vous avez mieux vu des choses que vous voyiez pas bien, quels que soient mes jugements, c'est ça qui a compté, et c'est ça qui fait que vous êtes sorti gagnant. Voilà. Et les spectateurs, quand ils sortent de la salle, que vont-ils voir précisément? J'espère qu'ils s'en sortent gagnants et qu'ils se disent, dis donc, mais j'ai jamais vu ça. Jamais j'avais regardé ainsi l'œuvre de Caravage ou l'œuvre de Puvis de Chavannes, ou etc., etc. Bref, des choses qui leur étaient rébarbatives deviennent, j'espère, riantes. Plaisir de voir, de savoir, de comprendre peut-être aussi. On va continuer à en discuter, Merci. Hector Obalk, dans une vingtaine de minutes. La formation du regard chez les spectateurs, peut-être aussi chez les artistes. Restez avec nous. Il est 8h sur France Culture. 6h30, 9h, les matins de France Culture. Jean Lémarie. Et le retour d'Hector Obalk, toujours avec nous dans le studio de France Culture, pour évoquer toute l'histoire de la peinture en moins de 2 heures. Ça, c'est le titre de vos spectacles. Je dis au pluriel parce qu'il y a toute une série, il y a plusieurs volets, classiques, fantaisie, moderne, Bosch, Jésus même aussi maintenant, que vous montrez également en ce moment. Bon, là, on n'a pas 2 heures. On va faire la suite de l'histoire de la peinture en quelques minutes. Hector Obalk. Je reviens juste au titre de ce spectacle ou de cette série de spectacles. Mais en fait, vous voyez, en moins de 2 heures, je pourrais le faire en moins de 3 minutes. Hein. Je veux dire par là que, à partir du moment où vous avez compris le grand enchaînement, vous avez compris énormément de choses, mais à la fois vous avez compris pas grand-chose, que l'important c'est de regarder les tableaux un par un. Bref, mais moi je peux vous donner ma petite histoire de l'art, je peux vous la faire en moins de 3 minutes. Hein. Allez-y. Bah, Allez-y. J'improvise, si j'ose dire. Et ce serait votre histoire de l'art, ça c'est important, ce que vous retenez. L'histoire de la peinture, comment est-ce que les artistes et les mouvements s'imbriquent les uns les autres. Vous voyez, quel est le grand mouvement général, vous voyez. Et chacun fait sa périodisation à lui, chacun dit... alors pour moi, c'est très simple, la Renaissance, c'est les 2 premiers siècles. La Renaissance, c'est le moment où tout d'un coup, la peinture, en gros, on passe à un moment en 1300 où la perspective est assez n'existe pas, on va dire, jusqu'au moment où elle existe. L'anatomie, c'est la même chose. On la connaît pas bien, puis on finit par la connaître. Les couleurs et le fait que, vous voyez, on fait la différence entre le velours et le satin, c'est-à-dire le sens des textures. Ben, tout d'un coup, ça vient aussi. Et puis on arrive à un moment, à la fin, autour de 1500, au bout de 2 siècles de travail et de concurrence entre les peintres, où tout le monde sait tout peindre. Voilà, ça s'appelle la Renaissance. Et à ce moment-là, il y a un moment qui est l'air de rien, qui est une révolution invisible, et qui fait que là, tout d'un coup, vous allez passer au XVIe siècle, où tout d'un coup, comme, en gros, l'histoire de la peinture, c'est celle de la conquête de la réalité. Une fois que la réalité est conquise, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, on va l'inventer. On va inventer des trucs qui n'existent pas, voilà. Et c'est encore plus drôle, ou encore plus amusant, ou encore plus fantaisiste. C'est le siècle fantaisiste et maniériste du XVIe siècle, où vous allez avoir des perspectives qui correspondent à rien, des corps féminins, notamment chez Michel-Ange, mais aussi chez Corrège, Parmesan et d'autres, qui sont pas exactement ceux qu'on voit dans la réalité, comme si, non pas parce qu'ils savent pas dessiner, parce qu'ils les trouvent plus beaux ainsi, etc., etc. À partir du XVIe siècle, toute la peinture devient maniériste, c'est-à-dire un peu onirique, il faut bien le dire, avec des sortes de beauté idéale qui flottent dans tous les sens, avec des corps déhanchés. Et il y a un type qui va arriver et qui va dire stop à vos maniérismes de maniéré, il s'appelle Caravage, et il va introduire un réalisme violent, sobre, austère et virtuose. Et avec lui va venir toutes les peintres caravagesques du XVIIe siècle, dans lequel, finalement, la peinture va devenir une sorte d'appareil photo. Je m'explique. Avant le XVIIe siècle, il n'y a pas de nature morte. Tout d'un coup, vous mettez... ça veut dire qu'il n'y a pas de tableau qui représente des objets et rien d'autre que des objets. Avant le XVIIe siècle, il n'y a pas de paysage. Il y a des paysages comme le décor d'une scène mythologique, il n'y a pas de paysage juste pour montrer la mélancolie de l'artiste qui la traverse. Avant le XVIIe siècle, il n'y a pas de scène de genre, c'est-à-dire de scène de la vie quotidienne, de scènes profanes, des tableaux de Vermeer, etc., ou de la femme de ménage qui verse du lait. Voilà. Donc, au XVIIe siècle et au XVIIIe siècle, il va y avoir, tout d'un coup, ça s'appelle le siècle d'or de la peinture. Et puis, va arriver une dernière révolution qui est l'impressionnisme. Et l'impressionnisme, il a quoi de nouveau? Non pas qu'il n'est pas réaliste, il est réaliste. Mais il est tellement réaliste qu'il s'intéresse même plus au sujet.
Il s'intéresse même, et encore moins, si vous voulez, au fait que ce sujet soit le substrat d'un récit religieux ou romantique ou je ne sais quoi. Non, il va plus s'intéresser. C'est pas parce que Monet fait des meules que pour autant la meule compte symboliquement dans son cœur. Vous voyez, c'est pas du tout le truc. Il fait des meules parce que ça l'intéresse de voir que c'est pas pareil une meule quand il est 7h30 du soir ou 8h moins le quart. Parce que les lumières sont pas les mêmes. Parce qu'il fait varier. Et à ce moment-là, à partir du moment où tout d'un coup vous vous intéressez aux choses que pour leur variation chromatique, faut pas s'étonner que le sujet disparaisse complètement et que la peinture devienne abstraite. Et ça m'amène à une question suivante, je l'avais en tête. Ça s'arrête quand pour vous, cette histoire de la peinture, ce grand art, dans les années les plus récentes et les dernières décennies? Je veux vous dire, à partir du moment où vous suivez cette voie de la modernité, et que vous confondez l'art du XXe siècle avec l'art moderne, et qui est passionnant, il faut bien le dire. Et il faut bien dire que c'est juste le contraire de la Renaissance. Dans la Renaissance, on construisait. À l'art moderne, on déconstruit. Tout ce qu'on avait acquis en perspective, en anatomie, en savoir-faire, etc., va être de plus en plus déconstruit pour arriver à des choses non seulement abstraites, mais même monochromes. Les monochromes est une sorte de cliché du XXe siècle. Il y a un monochrome blanc de Malevich en 18, je crois, et puis Klein, ça va être en 60, et Soulages, ça va être en 90, ou en 80 plutôt, fin 80, voilà. Et que ce soit des tableaux qui sont tout noirs, tout blancs ou tout bleus, finalement montre bien que là, il y a une sorte de finale qui va donner l'installation et qui va donner autre chose que l'histoire de la peinture. Donc c'est une fin de l'histoire de la peinture. Parallèlement à cela, vous pouvez avoir l'œil sur ceux qui ont résisté à cette modernité et qui ont continué à être non seulement figuratifs, mais figuratifs et réalistes. Ce sont des exceptions. C'est évidemment Bonnard et Vuillard en tant que post-impressionnistes, mais c'est aussi Hopper, mais c'est aussi Andrew Wyeth pour ceux qui connaissent son nom, et c'est aussi François Boiron aujourd'hui. Manière de revoir, de redécouvrir les choses. Je remonte encore le temps et à cette question de l'interprétation que nous commencions à évoquer tout à l'heure. Oui. Au début de cet entretien, Hector Obalk, faut-il chercher à interpréter une toile quand on la regarde, détail après détail? Autre exemple, tableau très célèbre, le 15e siècle flamand, Van Eyck, et un tableau vraiment célèbre, Les époux Arnolfini. Ils sont très forts, les Flamands. Alors, ils ne sont pas plus forts en tout, vous voyez. En anatomie, ça se discute, là, avec ces petites épaules et ces grosses têtes, je ne suis pas sûr. Par contre, c'est en peinture à l'huile, c'est-à-dire en rendu des textures. Et là, je vais vous mettre un chef-d'œuvre très connu de Van Eyck, qui est Les époux Arnolfini, un tableau de mariage, avec Monsieur Arnolfini, qui est là, du côté de la fenêtre, c'est-à-dire de la ville, c'est-à-dire du commerce. Et puis la dame, qui est là, c'est du côté de la vie... c'est pas très féministe, hein, comme tableau, du côté le lit, le foyer, tout ça. Et tu vois là, c'est quand même sympa, parce que c'est un tableau qui est grand comme ça, là. Et là, je vous montre le chien. C'est gentil de ma part, parce que c'est le chien de la fidélité. Et là, on est quand même, tout le monde est un peu épaté, quoi. Il faut bien dire, c'est assez épatant. Le chien, voilà. Alors, on a le tableau général, encore une fois, qui est très connu, c'est le cas de le dire. Mais le chien, pourquoi ce chien-là, Hector Obalk? Il est phénoménal, hein, il faut bien dire. Le petit chien qui se trouve en bas dans ce tableau-là, une sorte de touffe de poils avec 2 yeux dessus, c'est incroyable, c'est incroyable. Et souvent, ce que je dis, mais c'est un gag, mais c'est un gag qui en dit long. Je dis, vous savez, si vous étiez dans le musée, vous verriez qu'il y a 2 traces vertes là, qui représentent vaguement, j'ai bien dit, vaguement 2 personnes, comment dirais-je, quelqu'un qui court derrière un feu de couleur verte. Les gens s'étonnent, je dis, bah oui. En fait, dans le musée, vous pouvez le voir, et si vous ne le voyez pas, c'est quoi? C'est le reflet sur la vitre du tableau du logo de l'issue de secours. Alors tout le monde rigole, mais ça en dit long ce que je veux dire par là. Ce que je veux dire par là, c'est que ce que vous voyez dans un musée, c'est pas toujours ce qu'il y a de mieux. Par rapport à la reproduction. Et la reproduction, c'est pas toujours ce qu'il y a de mieux par rapport au vrai. Les deux se complètent. C'est pour ça que c'est important, à la fois d'avoir les meilleures reproductions qui soient. Et je me désole que le Louvre ne donne pas ces HD, ces hautes définitions de ces tableaux, alors que les Américains le font, le Musée national de Washington, le Metropolitan, même à Oslo, ils le font en Europe. Et puis en France, non, ils veulent absolument que ce soit hyper payant, que ça coûte 160 € d'avoir une reproduction HD, alors que toutes ces œuvres sont dans le domaine public. Petite parenthèse. Non, mais je referme la parenthèse pour revenir à cette question du détail, des détails et de leur interprétation. Alors, parce que c'est aussi toute la question majeure de la symbolique dans la peinture, dans l'histoire de la peinture. Quelle importance lui accordez-vous lorsque vous vous adressez à vos spectateurs? Alors, je suis un peu partagé. D'abord parce que il faut bien se dire qu'on ne comprendrait rien à la peinture vu si on ne connaît pas un peu l'histoire de Jésus-Christ.
L'histoire de Jésus-Christ, c'est quand même la moitié du patrimoine. La moitié. La moitié, j'ai fait un calcul assez fin, c'est 48%. Si vous additionnez les tableaux qu'il peut y avoir dans la plus grande base de données qu'on puisse imaginer, la WGA, Web Gallery of Art, c'est 48% des tableaux. Alors que 10%, c'est la mythologie, 10%, c'est l'histoire ancienne, 7%, c'est les natures mortes et les paysages, et la moitié, c'est Jésus-Christ. Donc c'est vrai que c'est pas mauvais de connaître un peu l'histoire de Jésus-Christ pour voir un tableau, pour savoir le lire. Mais en vérité, une fois que vous avez vu, je ne sais pas combien de fois, vous avez vu une descente de croix ou une lamentation du Christ auprès d'eux, qu'est-ce qui va compter? C'est juste que le Christ est un cadavre, que la mère le prend sur ses genoux, que la composition, que les textures, enfin c'est ça qui va compter. Et ça pourrait être un tableau qui est extrêmement riche d'un point de vue iconographique. Si c'est une croûte, ça reste une croûte. Donc on voit bien que c'est pas ça le truc, quoi. Le truc, non, le truc c'est de faire en sorte que non pas il y a un détail qui vous change le sens du tableau, parce que j'y crois absolument pas. Hein. Le détail ne change pas le sens. Le sens, du tableau. non. En revanche, vous insistez régulièrement sur ces détails. C'est Oui. ce que vous nous disiez tout à l'heure aussi sur l'effet de gros plans, de mise en oui, avant. Alors, dans leur sensualité et dans la signification que cette sensualité doit prendre. Laissez-moi vous prendre un exemple. La façon, vous voyez, comment je m'y prendrais par rapport aux cathédrales. Tout le monde connaît la série des cathédrales de Monet, n'est-ce pas? Il en a fait, je crois, 26 ou 28. C'est quand même beaucoup. Elles sont toutes, si j'ose dire, de coloris différents, de lumières différentes, faites à des moments différents de la journée et toujours peintes en janvier, février ou mars de 2 années consécutives. Et quand on regarde ces tableaux, qu'est-ce qu'ils représentent? La cathédrale, de gros plans, de sorte que finalement, c'est pas tant la cathédrale qui compte que les mots des natures, de son architecture pleine d'embossages, on appelle ça des embossements, j'ai oublié le mot. Bon, bref. Tout ce que je veux dire par là, c'est qu'il y en a qui sont bleus, il y en a qui sont jaunes, il y en a qui sont rouges. Et est-ce qu'elles sont bleus, jaunes ou rouges parce que le peintre est fauve et parce qu'il met n'importe quoi comme couleur? Pas du tout. Ils sont bleus, jaunes et rouges parce qu'il fait chanter le calcaire de la pierre qui a servi à... Personne n'est choqué, personne ne se dit, tiens, elle a été peinte en bleu. Non, elle n'a pas été peinte en bleu. Elle a juste une couleur bleue du fait que c'est la nuit, que c'est l'aube, ou une couleur plus ou moins jaunâtre du fait que c'est... La lumière sur la matière. Voilà. Du coup, en faisant chanter les couleurs d'une même coloris de base, qui est celle gris ou jaune de ce que c'est qu'une pierre calcaire, il fait chanter les connotations. Et ça, c'est très très beau. Quand on est en bas de la cathédrale, on voit bien qu'on est dans une vision plus touristique où tout d'un coup on sait que là, à l'entrée, il fait frais et on a trop envie d'y aller quand on est touriste. Alors que quand on est là-haut, là où les oiseaux ne vont jamais, cette partie-là de la cathédrale qui fait appel à rien d'autre qu'à l'histoire catholique de la France, tout d'un coup, c'est une autre connotation qui vient de manière minimaliste à la surface du tableau. Et je dis bravo Monet. Comment avez-vous formé votre œil, Hector Obalk? À force de regarder les tableaux, alors il y a une petite mystère aussi, parce qu'il y en a qui ont la vocation d'être peintre ou la vocation de l'histoire de l'art. Moi, rien du tout. Moi, j'avais la vocation d'être critique d'art. Il y a 15 ans, je faisais des visites quand j'étais en vacances à la Pinacothèque de Munich auprès d'un public français. Et je sais pas, peut-être, je crois que j'étais influencé par un très grand critique d'art oral qui s'appelle Gérard Castello-Lopez, le père d'un certain David que les gens connaissent aujourd'hui. À Radio France, Et France Inter. à France Inter, et qui était mon mentor. Et lui, c'était un type fabuleux pour faire, comment dirais-je, vibrer l'esthétique de chacun des films. On l'écoutait en train de parler de Fellini ou de Bergman, on a l'impression qu'il était lui-même Fellini ou Bergman dans la manière de faire sa mise en scène. Ça doit être ça qui m'a donné le goût. Et puis le fait que, qu'est-ce que je vous dise, si tout d'un coup vous avez un sens très fort de la peinture sans être tellement cultivé, parce que j'étais loin d'être cultivé à l'âge de 15 ans, vous avez envie de le partager. À force de voir des tableaux, l'œil se forme et les œuvres se répondent entre elles, ou certaines œuvres répondent à d'autres œuvres. Je vous propose d'écouter une autre voix, une voix regrettée, celle de Daniel Arras, historien de l'art, qui évoque là la manière dont une Vénus d'Urbain de Titien annonce une Olympia de Manet. Un cas très intéressant, c'est la Vénus de Titien, un tableau qu'on connaît très bien, qui a une histoire très précise, qui a une fonction, et ça, on la connaît bien maintenant. Et Manet s'en sert pour l'Olympia. Mais Manet n'avait pas fait un travail d'historien. Alors, Manet s'est approprié la Vénus d'Urbain, bien sûr, mais il fallait bien que la Vénus d'Urbain contienne en possibilité le fait que Manet s'approprie. Et là, je trouve que l'histoire de l'art devient passionnante, parce que, effectivement, c'est, en travaillant Titien, qu'à un certain moment, j'ai compris... enfin, j'ai cru comprendre, c'est mon interprétation, j'ai cru comprendre comment, dans le travail de Titien,
qui ne pouvait pas du tout imaginer ce que ferait Manet plus tard, eh bien, malgré tout, il y avait en possibilité l'interprétation de Manet. En fait, c'est ce que Herbert Jauss a appelé l'esthétique de la réception. C'est très précis. Et l'horizon d'attente, un chef-d'œuvre, notion dont on pourrait discuter aussi, eh bien, en tout cas, une grande œuvre, on va dire, est une œuvre qui comble des horizons d'attente tout à fait différents les uns des autres. Daniel Arras sur France Culture en 2000, je vous voyais l'écouter attentivement, Hector Obalk. Vous le voyez, cet horizon d'attente, est-ce que vous l'avez vous-même parfois devant une toile ou pas? Non, je pense que les propos de Daniel Arras, qui par ailleurs est un type charmant, sensible, qui a une très belle voix et qui n'est pas du tout méprisant avec le public, et a des préoccupations que je pense être, je vais le dire de façon un peu choquante, décalées, outrageusement intellectuelles. Et pourtant, il fait partie de ceux, ces dernières années, qui nous ont aidés, appris à voir aussi des œuvres autrement. Oui, mais parce que pour lui, voir un tableau, c'est le lire. Pour lui, un tableau, c'est un texte. Pour lui, un tableau, c'est un rébus d'images. Jamais il vous parlera du génie, soit de la composition, soit des subtilités de matière, soit même ce dont je viens de parler à propos de Monet, c'est-à-dire le fait qu'il y a une signification à peindre les choses comme il les peint. Non, le comment, ça l'intéresse pas. C'est le quoi qui l'intéresse, c'est-à-dire le sujet, c'est-à-dire les mots qu'il y a derrière, les mots des objets, les choses qui appellent, les symboles qu'il y a derrière les choses qui eux trônent dans la peinture. Il ne parlera jamais de la qualité de l'art. Mais tout de même, et j'y insiste, la manière... Non, vous avez... Le critique peut critiquer, et les critiques peuvent se critiquer, voilà. et les historiens peuvent se critiquer. En fait, je l'aime bien, en plus. Oui, mais moi, j'aime vraiment ses livres et sa manière aussi de parler de la peinture. Parce que vous êtes français, et qu'il y a un côté très français là-dedans, vous voyez. C'est-à-dire que vraiment, ils adorent la littérature, qu'est-ce que je vous dise. Je reviens au lien entre les œuvres et la manière dont elles se répondent. Allons-y. Est-ce que vous le montrez ça aussi à vos spectateurs? Je ne fais que les ça. échos. Ben oui, je le sais, mais je voudrais que vous nous l'expliquiez en nous donnant des exemples. Je vais improviser les exemples. Surtout, vous voyez, il y a l'usage complètement exagéré souvent du mot influence. On dit par exemple Tintoret a influencé le Gréco. Ce qui est complètement vrai, et en plus, biographiquement, c'est encore plus vrai, parce qu'il est passé à Venise à un moment, etc. Mais moi, quand je dis quand Tintoret influence le Gréco, je dis, ok, peut-être, quoi? Les ciels? Les genoux? Les têtes? Les cheveux? Les drapés? C'est là, tout d'un coup, on devient précis. Et c'est tout d'un coup, on voit que, finalement, c'est pas le tableau entier qui fait appel à un autre tableau intello, c'est plutôt les détails qui s'intercommuniquent et qui fait que tout d'un coup, je retrouve la même façon de peindre un visage. Et là, en l'occurrence, c'est particulièrement vrai dans les choses les plus enlevées de Tintoret, dans les tableaux les plus qui ont l'air non finis, ou les visages toujours qui ont l'air non finis de Gréco, et ça va jusqu'à Goya. Voilà une intercommunication qui se fait entre détails. Je disais au tout début de l'émission, vous savez, les tableaux, c'est pas juste des images, c'est des images dans les images. Ça veut dire que connaître Léonard, c'est pas connaître 13 tableaux, quand bien même il aurait fait que 13 tableaux dans sa vie. Connaître Léonard, c'est connaître au moins 800 ou 900 images différentes, qui sont autant de détails, qui sont autant de tableaux. Ce sont des tableaux dans les tableaux. Elle est là, ma jouissance esthétique. Alors, je vous pose la question autrement. Est-ce que la culture picturale, tranquillement, fait voir les tableaux autrement au fil des années? Est-ce qu'aujourd'hui, vous voyez les tableaux différemment de ce que vous faisiez, de la manière dont vous les voyez il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans? Oui. Déjà, je pense que quand j'avais 40 ans, j'étais pas assez cultivé pour me permettre de faire toute l'histoire de la peinture en moins de 2 heures. Oui, on évolue. Maintenant, évidemment, il y a moins de tableaux il y a moins d'artistes que je découvre que quand j'en ai plus cette joie, c'est la vieillesse. J'ai découvert... tout d'un coup que j'avais pas prêté assez attention à un certain Castagno, qui est un super peintre du XVe siècle. Mais oui, en effet, on progresse, on évolue, c'est toujours... Il faut faire... on peut pas faire d'histoire de l'art. L'histoire de l'art, c'est pas comme la médecine. Vous voyez, la médecine, on fait que 8 ans d'études. L'histoire de l'art, on en fait 40. L'œil change, l'œil se forme, l'œil de ceux qui regardent les tableaux, mais aussi l'œil des artistes. Apprendre à voir, ça c'est un grand sujet pour celles et ceux qui créent, celles et ceux qui peignent. On va écouter maintenant l'extrait d'un entretien avec l'artiste contemporaine, la peintre Aurélie Nemours. Vous allez voir ce qu'elle dit de sa propre expérience, la formation de son œil face à la toile. Il s'agit d'ouvrir les yeux. Il faut ouvrir les yeux, et une fois qu'on a ouvert les yeux, on ne voit rien. On est devant un modèle. Et la nature, ce que j'appelle le modèle, c'est la nature, c'est aussi bien l'arbre, un pays, la mer.
Et on ne voit rien. Ce que je veux dire, c'est que on commence à voir au moment où la nature disparaît et où la forme, le rythme et tout son secret monte en surface, sourd de la nature. C'est à ce moment-là que tout commence. C'est-à-dire, finalement, je suis arrivée enfin à la forme et au rythme et au nombre. La forme, le rythme, le nombre, ça c'était Aurélie Nemours en 86 sur France Culture, Hector Obalk. Et elle insiste sur la nécessité, l'acceptation, au moins au départ, de ne rien voir. Oui. Position d'artiste, est-ce que c'est aussi une position de spectateur, de public, ça accepter au début de ne rien voir? Je dis même pas de rien comprendre, ça c'était ce qu'on disait tout à l'heure, de rien voir. C'est un peu formaliste qu'elle dit, c'est-à-dire qu'en vérité, elle ne retient de la nature, c'est-à-dire du réel, que la structure. C'est ça, en fait, qu'elle veut dire. Elle veut dire tout d'un coup, oui, c'est pas grave que ce soit un ciel, une forêt, tout ça. Moi, je vois des structures, et ces structures que dans ma peinture, je vais retrouver. Alors oui... Mais elle parle d'imprégnation très progressive, très lente aussi. De toute façon, elle s'imprègne de ce dont elle a envie de s'imprégner, et après, l'œuvre est là pour dire ce qu'elle a, pour exprimer ces choses. Mais je pense que ce qu'une œuvre exprime, c'est aussi un retour à des choses non vues dans le réel, mais qui existent. Je veux dire par là que j'en reviens à Cézanne. Tout à l'heure, c'était pas Cézanne, c'était Van Gogh. Il y a des tableaux comme ça où on se dit mais qu'est-ce qu'il a bien voulu faire quand il fait des petits traits comme ça en bas de ces grandes forêts. Il y a une prairie, il y a une forêt ou des arbres, on va dire, puis il y a des petits traits en bas là comme ça. Et ben c'est tout ce petit grabuge. C'est l'écotone, c'est cet endroit qu'il peut y avoir entre deux écosystèmes différents, à savoir que la prairie elle est au soleil et que les bois sont le sous-bois si vous voulez, c'est au frais. Du coup, il y a des petits trucs qui sortent comme des pissenlits qui poussent à Paris près d'un terrain vague. Du coup, ces petites choses ils connaissaient même pas la notion d'écotone, qui est une notion écologique, mais n'empêche, c'est ça qu'il a peint. Donc il a peint des choses sans savoir ce que c'était, et nous on les recouvre aujourd'hui, et on les redécouvre aujourd'hui avec nos yeux d'aujourd'hui. C'était dans le tableau. Et on cherche la bonne distance. Ça, c'est un sujet important et qui revient régulièrement aussi dans vos spectacles. Vous nous disiez tout à l'heure qu'il fallait parfois composer dans les grands musées avec le panneau lumineux issu de secours qui vient se refléter sur la toile ou plutôt sur la vitre. J'ai vu que vous imaginiez des estrades au Louvre pour voir différemment certaines toiles. Vous savez ça, on est bien informé à France Culture. Ils ont travaillé, là. Pourquoi cette idée? Ah, mais ça, c'est vraiment un problème. Les tableaux, ils font 4 mètres de haut. Parfois, d'accord, dans la salle rouge, dans les salons rouges de ce qu'on appelle les salles rouges du Louvre. Ils font 4 mètres de haut, ils font 8 mètres, 7 mètres de large. Immense scène de bataille, notamment. Voilà, vous êtes en bas, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez à peu près quand le tableau est en la partie basse du tableau, puis vous reculez et c'est la frustration la plus totale. C'est-à-dire que soit vous voyez pas bien, parce qu'il y a un reflet. Du coup, vous reculez encore, et du coup, c'est trop petit. Non, on a envie d'avoir une estrade qui soit un escabeau, qui fasse au moins 4 ou 5 mètres, mais qui soit centrale pour que ce soit pas un truc dans lequel les gens se cassent la gueule, et qui permette de voir les tableaux, au moins en étant au milieu du tableau. C'est-à-dire que ses yeux soient au milieu du tableau. C'est fondamental. Mais c'est vraiment d'une tristesse. Moi, je plains tous ces gens qui vont au musée, qui voient dans des si mauvaises conditions. Vous vous rendez compte qu'un tableau... Qu'est-ce que c'est les bonnes conditions pour voir un tableau? Vous le montrez devant des dizaines ou des centaines de spectateurs quand vous êtes sur scène. C'est celle qu'on console les professionnels quand ils louent la possibilité, comme je le fais moi-même, d'aller au Prado, à Berlin ou au Louvre ou à National Gallery, avec des lampes froides qui fait que vous pouvez éclairer tous les détails et les voir bien. C'est quand même d'une tristesse très grande qu'il n'y ait pas les meilleures conditions possibles pour voir un tableau. Quand vous pensez que c'est quand même ça la littérature. Une édition moche des Fleurs du Mal, elle donne le vrai texte autant que la Pléiade, alors qu'un tableau, non, un tableau, faut jongler avec ce que vous avez vu en reproduction et ce que vous avez vu en vrai. Je termine, puisque vous me lancez la main en me disant que c'est plus mon tour. Non, c'est fini, mais celles et ceux qui nous écoutent peuvent aller vous voir et voir des tableaux sur scène, toute l'histoire de la peinture en moins de 2 heures. C'est le mardi ou le mercredi au Théâtre Libre. À Paris, et puis vous êtes aussi en tournée, j'ai noté notamment à Montpellier le 11 janvier, au Mans le 6 février, à Clermont-Ferrand le 13 février. Hector Obalk, merci, c'était très sympathique. Sur franceculture.fr, on retrouve votre entretien.